Bonjour et bienvenue. Dans cette analyse, on va s'attaquer à une technologie qui a vraiment façonné la France, le nucléaire. Alors est-ce que ça a été une formidable machine à créer des emplois ou au contraire à en détruire? Eh bien, la réponse est beaucoup plus complexe et surprenante qu'on pourrait le croire. C'est un débat qui revient sans cesse, n'est-ce pas? À chaque nouvelle révolution technologique, que ce soit la machine à vapeur hier ou l'intelligence artificielle aujourd'hui, on se pose toujours la même question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le progrès ou une menace pour nos boulots? Pour y voir plus clair, rien de tel qu'un petit détour par l'histoire. Et pour ça, on va se plonger dans un cas d'école absolument fascinant, le programme nucléaire français. Un pari technologique, industriel, politique immense. La question est simple. Quel a été son véritable bilan pour l'emploi? Alors attention, pour mesurer un impact d'une telle ampleur, on ne peut pas se contenter d'impressions ou d'idées reçues. Non, il faut une méthode d'analyse solide, un outil vraiment conçu pour aller voir au-delà des apparences. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'approche compensation-déversement, ou CD. Le principe est assez simple à comprendre en fait. Pour évaluer l'effet réel d'une technologie, ça ne sert à rien de juste compter les emplois dans la centrale elle-même. Non, il faut regarder l'image complète, les fournisseurs, l'impact des salaires qui sont ensuite dépensés dans l'économie locale, et même l'effet de la baisse du prix de l'électricité sur toutes les autres industries. C'est donc une sorte d'enquête en 4 étapes. D'abord, on regarde les emplois directs, les plus évidents. Ensuite, on remonte la piste, on suit toute la chaîne des fournisseurs pour dénicher les emplois indirects. Puis, on suit l'argent. Où vont les salaires? Ça, ce sont les emplois induits. Et enfin, l'effet domino. Des prix de l'énergie plus bas stimulent toute l'économie. Bref, c'est une vision à 360 degrés. Et c'est justement en appliquant cette méthode que les choses deviennent passionnantes. On découvre que l'impact réel du programme nucléaire sur l'emploi est bien plus important que sa partie visible. Il y a tout un monde d'emplois cachés. Et voici le grand paradoxe que cette analyse met en lumière. D'un côté, il y a l'impact visible, celui dont on parle beaucoup, la fermeture des mines de charbon par exemple. C'est concret, c'est localisé, c'est socialement douloureux et donc très facile à mesurer. Mais de l'autre côté, il y a un impact quasi invisible, des milliers d'emplois créés, mais de manière diffuse un peu partout, dans l'ingénierie, la métallurgie de pointe, les services aux entreprises, des gains énormes, mais bien plus difficiles à saisir d'un seul coup d'œil. Et le résultat chiffré de cette analyse, il est spectaculaire. Pour chaque emploi direct créé dans une centrale ou chez un grand groupe comme Framatome, ce sont en réalité 4 à 5 autres emplois qui voient le jour ailleurs dans l'économie. C'est ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Et ici, il est énorme, mais il opère presque entièrement dans l'ombre. Mais alors, pourquoi cet effet est-il si difficile à voir? La clé, elle est dans ce que les économistes appellent le détour de production. Une centrale nucléaire, ça n'apparaît pas comme par magie. Ça demande une chaîne de fournisseurs, de sous-traitants, d'experts, une chaîne incroyablement longue et complexe. Et chaque maillon de cette chaîne, même s'il est à des centaines de kilomètres du réacteur, crée de la valeur et des emplois. Et c'est là qu'on tord le cou à une idée reçue tenace. On pense souvent que pour créer de l'emploi, il faut des industries avec beaucoup de main-d'œuvre. Le nucléaire, lui, prouve le contraire. C'est une industrie qu'on dit capitalistique, c'est-à-dire qu'elle demande des investissements colossaux, mais c'est aussi et surtout une industrie du savoir, de la connaissance, qui tire vers le haut des dizaines d'autres secteurs de pointe. On passe à la suite, parce que ce succès n'est pas du tout le fruit du hasard. Non, ces résultats incroyables, ils sont le produit d'une stratégie nationale mûrement réfléchie, délibérée et très ambitieuse. Si on regarde cette chronologie, on voit bien la stratégie se dessiner. La France a d'abord essayé de développer sa propre technologie. Puis, de manière très pragmatique, elle a décidé de basculer sur une technologie américaine, plus mature à l'époque. Mais, et c'est ça le point absolument crucial, elle ne s'est pas contentée d'être une simple cliente. Non, elle a méthodiquement, systématiquement, appris à tout faire elle-même, de l'extraction de l'uranium jusqu'au retraitement des déchets. Et la conséquence directe de ça, elle est simple. En contrôlant toute la chaîne de valeur, de A à Z, la France s'est assurée que l'argent investi et les emplois créés par ce programme colossal restent bien sur le territoire national. On a évité ce qu'on appelle les fuites économiques vers des fournisseurs étrangers. C'est ça qui a permis de maximiser l'impact positif pour l'économie française. Mais l'histoire serait trop belle si elle s'arrêtait là. Malgré cet immense succès historique, aujourd'hui, le programme nucléaire français fait face à des défis absolument majeurs qui remettent tout son avenir en question. Le décor a radicalement changé. Le marché français est saturé, on n'a plus besoin de construire des dizaines de nouvelles centrales. Le parc existant vieillit, mais on le prolonge. La concurrence du gaz est devenue féroce, et bien sûr le contexte politique, l'opinion publique, tout est devenu beaucoup plus compliqué. L'âge d'or de la construction à tout va est bel et bien terminé. Pour bien comprendre ce dilemme, on peut utiliser un modèle assez classique en stratégie, la fameuse courbe en S. C'est une courbe qui décrit le cycle de vie de n'importe quelle technologie, de son émergence jusqu'à sa maturité. La technologie de nos réacteurs actuels, les REP, est clairement arrivée tout en haut de sa courbe.
Elle est extrêmement performante, elle est optimisée dans les moindres détails, mais les gains de performance qu'on peut encore en tirer sont devenus marginaux. C'est une technologie qui a atteint sa pleine maturité. Et c'est là que se situe le cœur du problème stratégique. La technologie qui était censée prendre le relais, celle des réacteurs de nouvelle génération comme Superphénix, a vu sa propre courbe en S être brutalement interrompue. La décision politique d'arrêter ce programme a créé un vide, une véritable rupture dans le cycle de l'innovation. Ça a renvoyé la France près de 30 ans en arrière dans ce domaine précis. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que toute cette saga industrielle peut nous apprendre pour les immenses défis technologiques qui nous attendent aujourd'hui? On peut retenir au moins 4 leçons fondamentales. La première, la technologie n'est pas une fatalité, c'est la stratégie qui fait toute la différence. Deuxièmement, il faut apprendre à voir l'invisible, à regarder au-delà des effets évidents. Troisièmement, la souveraineté technologique, le fait de tout maîtriser, c'est la clé pour maximiser les retombées économiques. Et enfin, pour ces projets gigantesques, la politique et l'acceptation publique sont tout aussi cruciales que l'ingénierie. La source de cette analyse conclut avec cette idée très forte. Le progrès technique est contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son chemin et ses conséquences ne sont pas écrits d'avance. Ils dépendent entièrement des choix que l'on fait, des stratégies que l'on met en place et des risques qu'on décide de prendre ou d'éviter. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour aujourd'hui. Face aux révolutions de l'intelligence artificielle, de l'automatisation ou des énergies vertes, est-ce qu'on saura, comme la France a su le faire avec le nucléaire, bâtir une vraie stratégie pour maîtriser toute la chaîne de valeur et en maximiser les bénéfices pour tous? L'histoire nous montre que le choix, au final, nous appartient.